Nous avons vu comment le règne de Samsu-Iluna a été avant tout marqué par des événements négatifs pour le royaume de Babylone. Le territoire a été rétréci sur bien des fronts, mais avant tout au sud. Vous vous rappelez en l'an 12, la partie la plus méridionale, autour des villes de Larsa, Ur et Uruk, a échappé définitivement au contrôle de Samsu-Iluna. Et puis en l'an 30, ça a été le tour de la région d'Isin et de Nippur, qui passa à son tour sous la coupe du roi Ilima Ilum, le fondateur de la dynastie du Pays de la Mer. Entre-temps, nous avons vu que Samsu-Iluna avait repris le contrôle de la basse vallée de la Diyala et lancé un raid sans lendemain sur le pays d'Apoum. Et on a vu également qu'il a tenté de reprendre le contrôle du Moyen-Euphrate qui lui avait échappé, mais apparemment sans pouvoir aller au-delà de Raradoum. Ce rétrécissement territorial s'est accompagné de mouvements importants de population. Nous avons vu comment beaucoup d'exilés du sud se sont installés dans les villes du nord. Et enfin, la situation économique a été manifestement catastrophique. Nous en avons vu de nombreux témoignages la semaine passée. Manifestement, l'édit de Misharum de l'année 28, malgré les remises de dettes, ne provoqua qu'un soulagement très limité dans le temps. Aujourd'hui, nous allons examiner les dernières années du règne de Samsu-Iluna, puis voir ce que nous savons de la vie dans le royaume de Babylone pendant cette période, au moins pour certains aspects, et enfin analyser le souvenir que Samsu-Iluna a laissé à la postérité. Nous allons commencer par étudier le peu que l'on sait des événements des 10 dernières années de Samsu-Iluna, dont le règne s'acheva au bout de 38 ans, et je vous propose de suivre un ordre mi-chronologique, mi-géographique pour éviter trop de va-et-vient. Nous avons vu il y a 2 semaines que le nom de l'année 28 commémorait la campagne contre le pays d'Apoum, avec la destruction de sa capitale, Cherna, et d'une série d'autres villes. Il y a ensuite un problème dans la dénomination des années. L'année 29 s'est appelée année qui a suivi, et puis vous avez le nom de l'année 28, ou encore nouvelle année, sous-entendu suivant l'année 28. L'année 30 s'est appelée année qui a suivi celle qui a suivi l'année 28, ou encore nouvelle année pour la 2e fois. Donc ça n'est pas ce qu'on appelle quelquefois un nom d'attente, c'est-à-dire une formule qui est limitée au premier mois de l'année lorsqu'un scribe ne connaît pas le nom de la nouvelle année. C'est bien le résultat d'une décision. Alors il y en a d'autres exemples dans l'histoire paléo-babylonienne et l'interprétation du phénomène oscille toujours entre 2 pôles. D'abord, on considère que le roi peut vouloir mettre l'accent sur une victoire importante qui servait dès lors de point de référence. Par exemple, Sumulael, le fondateur de la première dynastie de Babylone, a célébré dans le nom de sa 13e année la destruction de la ville de Kish, qui était une concurrente proche. Et on a ensuite, année qui a suivi l'année où Kish a été détruite, pour l'an 14, et puis ensuite, année qui a suivi l'année qui a suivi, etc., jusqu'à la 5e fois. Et après cette parenthèse donc, qui a duré 4 ans, la dénomination traditionnelle des années a repris. Donc on a bien l'impression que cette victoire eut une importance particulière pour Sumulael. Autre exemple, après la conquête du royaume d'Isin par le roi de Larsa, Rimsin, lors de sa 30e année, on a des noms d'années qui suivent ce système, 2e, 3e année, etc., après qu'Isin a été conquise, et cela va jusqu'à 31e année après que Isin a été conquise, donc un cas tout à fait particulier, puisque ce système a été utilisé jusqu'à la fin du règne, et il se trouve que Rimsin a régné 60 ans, donc ça nous fait 30 années avec ce système-là. Donc on appelle parfois ce système la datation par ère, c'est-à-dire par référence à un point de départ. On a une datation du même type qui a été choisie par Hammurabi après sa victoire sur Eshnouna. Alors, ce sont des textes qui ont été trouvés à Larsa qui le montrent.
donc postérieure à la conquête babylonienne, et on voit Mu, Ki, puis un chiffre, Hammurabi, et c'est tout. Et le chiffre le plus haut est 6. On ne connaît donc que des formules abrégées de ce système sans que l'événement commémoré soit explicitement indiqué. Mais il a été récemment établi que ce compute fait allusion à la victoire d'Hammurabi sur Eshnouna et non pas sur Larsa, comme on l'avait cru dans un premier temps. Mais ce système ne dura guère, puisque au bout de 6 ans, les mêmes noms d'années que dans le reste du royaume de Babylone ont été utilisés, sans exception, dans l'ancien royaume de Larsa. Donc ça, c'est l'interprétation, je dirais, positive. On a une victoire marquante et on veut que son souvenir s'imprime bien, donc on l'utilise pour plusieurs nombres d'années successifs. Mais il y a une autre interprétation possible, c'est qu'on continue à commémorer cette victoire parce qu'ensuite, il ne se passe rien de marquant. C'est sans doute ainsi qu'il faut interpréter ce que fit le roi d'Issine Ur-Ninurta avec le nom d'année qui commémore sa construction du mur nommé Imgur-Enlil, et qui est attesté jusqu'à la formule 4e année mur Imgur, où il a construit le mur Imgur-Enlil. Et en l'occurrence, donc, il ne s'agit pas de quelque chose de tout à fait extraordinaire. La construction de la muraille d'une ville, ce n'est pas comme une grande victoire à célébrer. Et dans le même sens, mais de manière encore plus radicale, on peut dire que si on continue à célébrer une victoire, c'est qu'ensuite il y a eu des revers. Et nous savons que dans le cas de Samsu-Iluna, c'est cette interprétation qu'il faut retenir, puisque ces années coïncident avec la lutte contre le roi du pays de la mer, Ilima-Ilum. Comme nous l'avons vu il y a 2 semaines, celui-ci a réussi à arracher les villes d'Issine et de Nippur et leurs environs à Samsu-Iluna à la fin de l'année 29. Et c'est pour ça qu'ensuite, de Samsu-Iluna, il n'a plus rien à dire et il avait autre chose à faire que de vouer des statues ou d'autres objets dans les temples. Alors ensuite, l'année 31, elle est désignée tantôt comme la 4e année après l'année 28, tantôt comme l'année de la statue en albâtre, et on ne connaît que cette formule abrégée. Donc ça dénote une volonté de reprise en main, mais le fait qu'on est encore 4e année après l'année 28 semble montrer que de nombreux scribes n'ont pas été informés du nom officiel de l'année. Tout ceci dénote par conséquent la gravité des troubles qui affectèrent alors le royaume. La série des années bis, ter et quater s'arrête avec le nom de l'année 32, qui est ainsi formulée, année où le roi Samsu-Iluna a recreusé les rives des rivières Turan et Taban que avait rendues solides avec des pierres. Comme nous l'avons déjà vu, la Diyala, au 2e millénaire, se divisait en 2 branches après l'étranglement du Jabal Hamrin. La branche qui coulait le plus à l'ouest s'appelait Turan, et la branche orientale sur laquelle se trouvait la ville d'Eshuna s'appelait Taban. Dans le nom d'année, il est difficile de comprendre précisément en quoi consista l'intervention de Samsu-Iluna, mais ce qui est sûr, c'est que ces travaux hydrauliques se situaient sur le cours inférieur de la Diyala, et donc Samsu-Iluna contrôlait toujours cette zone. Et vu les inondations qui ont été mentionnées par Hammurabi à la fin de son règne, on peut penser que le tracé du cours d'eau n'était toujours pas stabilisé et que Samsu-Iluna chercha à remédier à la situation. Le nom de l'an 35 est ainsi formulé, année où le roi Samsu-Iluna a détruit les murailles d'Amal et d'Arkoum. Pour la première ville mentionnée, Amal, que l'on connaît aussi sous le nom de Awal, je citerai en avant-première la notice du futur volume MTT2 consacré aux régions de la Haute-Mésopotamie à l'est du Tigre. Awal est particulièrement bien attesté par la documentation du 3e millénaire. Des textes paléo-acadiens retrouvés à Tel al-Souleima mentionnent ce toponyme. Alors, je commente, une vue satellitaire permet de comprendre la situation de cette ville. On voit comment la Diyala
traverse le massif du Djebel Hamrin, qu'on appelait dans l'Antiquité le mont Ébir, et Tel as-Soulaïma est un des sites qui ont été fouillés lorsque les Irakiens ont construit à cet endroit un barrage qui a entraîné la constitution d'un lac en amont et noyé les sites qui se trouvaient dans la plaine constituée par les alluvions déposées par la Diyala. Je reprends la citation de MTT2. Cela et l'importance du tel avaient plaidé pour une identification de ce site, donc de Awal, dans la plaine du Hamrin, avec Tel as-Soulaïma, mais cette identification a été récemment remise en question au profit de celle de Batir, mais la mise au point de Mikhailovski favorise à nouveau l'identification avec Tel as-Soulaïma. Alors, il est ensuite noté qu'une inscription du vicaire d'Achour, Ilou Chouma, mentionne des remises commerciales accordées à Awal. La documentation paléo-babylonienne est plus éparse. L'auteur de la lettre ABB 360 annonce un voyage d'Awal à Achour. Donc on voit qu'on a une route commerciale manifestement qui relie les deux sites sans qu'on sache exactement si elle passait le long du Tigre ou bien au contraire par l'arrière-pays. Dans une lettre qui n'est pas parvenue à son destinataire, mais qui a été retrouvée à Chouchara, un devin demande à Amram Charour, un haut responsable des Yaïlanoum, de se renseigner sur des personnes qui se trouvent à Awal. Donc c'est une ville qui est éloignée de l'endroit d'où la lettre a été écrite, mais un Yaïlanoum peut avoir des nouvelles à propos de cette ville, et donc ça convient bien, puisqu'on sait que les Yaïlanoum qui se trouvent dans cette région-ci ont des liens avec le royaume des Shuna. Donc voilà ce qu'on peut dire. On ne sait rien en revanche sur Arkoum, mais quoi qu'il en soit, donc, ceci montre que Samsu-Iluna souhaitait renforcer son contrôle sur la basse vallée de la Diyala en détruisant des villes situées plus en amont. Et cette conclusion me semble confirmée par le nom de l'an 37. Il n'est connu que de manière abrégée, année où le roi Samsu-Iluna, et on n'a pas le verbe, a fait donc on ne sait pas quoi, dans le pays d'Akkad, au voisinage de la montagne Ébir. Donc je l'ai déjà indiqué, le mont Ébir, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Djebel Hamrin, c'est-à-dire donc la montagne coupée en deux par l'étroit défilé où coule la Diyala et où a été construit le barrage dont je viens de parler. Le nom d'Akkad est une des façons de désigner le pays des Shuna. Alors on ignore totalement à quelle activité s'est livré Samsu-Iluna, puisque, comme je l'ai indiqué, le verbe manque, et on ne sait pas non plus si ces activités se situent en amont ou en aval du mont Ébir. En tout cas, ça confirme que le roi de Babylone contrôlait toujours la basse vallée de la Diyala. Et ce qu'on peut regretter, c'est qu'aucun des sites de la région, il y en a pas mal qui ont été fouillés, n'ait livré de tablettes datées de ce moment-là. Retour à l'ouest avec le nom de l'an 33, donc, qui se situe entre les noms d'années que je viens de citer. Et c'est ainsi formulé, année où le roi Samsu-Iluna, sur l'ordre de Shamash et de Marduk, restaura la totalité des briques de la ville de Sagaratum. L'interprétation de ce nom d'année pose différents problèmes. Et tout d'abord, l'identification du site. On connaît bien la ville de Sagaratum, un des 3 chefs-lieux provinciaux du royaume provinciaux, mais pendant très longtemps, la graphie avec un signe SAG à l'initiale n'a pas été attestée, du moins de façon certaine. Désormais, si vous utilisez les nouvelles fonctionnalités du site internet Archibab et que vous demandez les attestations de Sagaratum, eh bien, vous obtenez pas moins de 264 attestations. Et si vous faites défiler la liste, eh bien, à la fin, vous trouvez des graphies avec le signe SAG, Sagaratim 3 fois et Sagaratim Ki 3 autres fois.
Donc, ceci est très important parce qu'il a existé pendant longtemps une confusion, dans certains cas, entre le toponyme Sagaratum et le toponyme Sapiratum, lorsque vous avez une graphie Sa-Ga ou Sa-Pi, parce que les signes Ga et Pi sont très proches. Or, Sapiratum, c'était une île sur le Moyen-Euphrate, en aval de Haradum, et cette île est aujourd'hui engloutie dans le lac de barrage de Haditha. Donc, dans la mesure où on est en aval de Haradum, il n'y aurait eu aucun problème pour que Samsu-Iluna ait fait à cet endroit des travaux de consolidation, mais la graphie avec le signe Sag nous montre qu'il s'agit bien de Sagaratum, pas de Sapiratum. Alors, Sagaratum, malgré son importance, n'a toujours pas été localisé avec certitude, et donc, pour vous renseigner, vous devez utiliser à nouveau les données du projet IGEOMES, et là, vous avez donc le choix. Vous pouvez regarder le livre imprimé, vous pouvez consulter gratuitement sa version en ligne sur le site book.com, et vous pouvez aussi regarder le site Archibab avec son onglet IGEOMES, et vous apprendrez, je cite, « On a longtemps favorisé une localisation de Sagaratum à Tel Abu Hayt, mais une localisation plus proche de l'Euphrate est plus vraisemblable selon les textes. Jean-Marie Durand a proposé de la localiser à la confluence du Rabour et de l'Euphrate, à proximité de l'actuelle Boussaïra. » Donc, c'est quelque part près de l'endroit où le Rabour se jette dans l'Euphrate qu'il faut rechercher cette ville de Sagaratum. Le nom d'année ne dit pas explicitement qu'il s'agit des briques de la muraille, mais c'est assez vraisemblable. Le problème est que Sagaratum faisait à ce moment-là partie du royaume de Hana, avec ses rois qui étaient vraisemblablement localisés à Terka. Et donc la question est la suivante: est-ce qu'il faut imaginer que, suite à sa victoire sur Yadirabum, que nous avons vu il y a quelques semaines, Samsu-Iluna ait réussi à éliminer la dynastie locale pendant un moment? Nous n'avons pour l'instant aucune trace positive du contrôle de Terka et de sa région par Samsu-Iluna après sa victoire de l'an 27, commémorée par le nom de l'an 28, alors que plus tard, des noms d'années, des rois Mitsaduka ou Samsu-Ditana sont attestés, mais j'avoue que je n'ai pas d'autres pistes à proposer. Donc voilà une question qui reste en suspens. Le nom de l'année 36 commémore une victoire sur des troupes qualifiées d'amorites, je cite, « année où le roi Samsu-Iluna a renversé les troupes du pays d'Amurum ainsi que les villages du pays de la montagne ». Alors cette formulation est assez étrange en raison du flou de sa formulation. En général, le terme « à deux dames » il est employé pour décrire les environs d'une ville dont le nom est donné. Or, il est ici question du pays d'Amurum, Kur-Martu en sumérien, et on sait que dans certains cas, cette désignation renvoie au Djebel Bishri, c'est-à-dire la montagne qui se trouve au nord-ouest de Terka. Et donc, on se demande si, après les travaux de Sagaratum, il ne s'agit pas d'une victoire sur des troupes plus ou moins nomades qui se trouveraient donc dans la région du Djebel Bishri. Là encore, faute d'autres sources, la question ne peut pas être réglée et il faudra être attentif aux éventuels indices en ce sens. Suite aux travaux de Sagaratum, le nom de l'année 34 commémore la construction d'un nouveau palais. J'y reviendrai dans la deuxième partie du cours d'aujourd'hui. Et nous arrivons enfin au nom de la dernière année de Samsu-Iluna, l'année 38, année où le roi Samsu-Iluna a rénové Ubanwil, la masse d'armes puissante du dieu Ninurta, le grand héros.
Donc on voit que Ubanwil, c'était le nom d'une des armes du dieu Ninurta. Et nous savons qu'en principe, ces symboles divins étaient déposés à Nippur dans les cours, c'est-à-dire dans le temple du dieu Enlil, le père de Ninurta. Que se passa-t-il lorsque Nippur échappa au contrôle de Babylone en l'an 30 ? Nous l'ignorons, mais le fait que 7 ans plus tard, Samsu-Iluna ait fait exécuter un tel travail laisse penser que les cultes de Nippur ont pu être transférés en Babylonie du Nord, comme plus tôt l'avaient été ceux d'Uruk à Kish ou encore ceux de Larsa à Babylone, selon des modalités que nous avons déjà étudiées. Alors on reviendra l'année prochaine sur les vicissitudes de Nippur à la fin de l'époque paléo-babylonienne, qui sont désormais connues avec beaucoup de détails grâce aux documents provenant de Dur-Abieshur. Si l'on dresse un bilan de ces 8 années en ordre purement chronologique, eh bien, on peut constater l'alternance des activités de Samsu-Iluna entre le centre, l'est et l'ouest de son royaume. Et ce tableau nous montre que Samsu-Iluna est loin d'être resté inactif pendant les dernières années de son règne. On n'a aucune idée de l'âge qu'il pouvait avoir. Simplement, faute d'autres documents, les allusions que font les noms d'années à ces entreprises sont beaucoup trop laconiques pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il est question. Alors, sauf surprise toujours possible, on ne voit malheureusement pas que des progrès puissent être acquis prochainement, mais j'espère que l'avenir démentira ce pronostic pessimiste. Nous allons passer donc maintenant à une sorte de portrait de la vie en Babylonie pendant les dernières années du règne de Samsu-Iluna, en commençant par analyser la vie économique. Nous verrons ensuite que Samsu-Iluna fit bâtir un nouveau palais dans la capitale, et pour finir, nous étudierons quelques transformations culturelles qu'il est possible de percevoir. En ce qui concerne la vie économique, remarque liminaire, il y a fort peu de textes disponibles pour le dernier tiers du règne de Samsu-Iluna. Alors on pourrait se dire, ma foi, c'est normal, puisque le territoire a été rétréci géographiquement, mais ça n'est vrai qu'en partie, car les années qui suivent sont beaucoup mieux documentées. Si l'on regarde les 4 derniers rois de la première dynastie de Babylone, donc sur une période d'à peu près 115 ans, on a plus de 2000 textes, ce qui donne une moyenne de 17 textes par an. Or, pour le dernier tiers du règne de Samsu-Iluna, on est avec un chiffre bien inférieur, au point même que certaines années ne sont documentées que par un texte ou deux. Alors, il faut nuancer ce constat par le fait que certains lots de textes sont encore inédits, ce qui devrait légèrement rétablir la balance. Il s'agit notamment de tablettes conservées à Yale ou encore au Musée des Antiquités de Rouen, que je dois publier et sur lesquelles je vais vous donner aujourd'hui quelques informations. Mais je commencerai par décrire quelques opérations déjà connues par des textes publiés et qui donnent quelques indications intéressantes. On va commencer par un contrat de prêt d'argent par le dieu Sin. Un demi-cycle d'argent, un sixième, argent appartenant au dieu Sin, du dieu Sin, M. Nour-Shamash l'a reçu, il remboursera le dieu Sin quand il sera en bonne santé. Et nous avons un témoin et la date, le 20 du 10e mois de l'année 28 de Samsu-Iluna. Et on remarque sur la tranche de la tablette la représentation d'un croissant de lune au-dessus d'un piédestal. On trouve parfois de tels dessins sur les contrats de prêt par des divinités. Et il s'agit ici d'un croissant de lune, puisque le créancier est le dieu Sin, donc le dieu de la lune. Vous remarquerez la façon dont l'échéance a été fixée. D'habitude, on indique un mois, donc postérieur de quelques mois au moment où le prêt est effectué, mais ici, c'est simplement quand il sera en bonne santé. Et Klaas Venoff a montré qu'il ne fallait pas forcément opposer les interprétations médicales, économiques et religieuses d'une telle formule. C'est le Dieu qui donne la santé, c'est lui aussi qui procure la bonne fortune en affaires.
Donc, il est clair qu'on espère que les choses iront mieux grâce à la divinité, que le débiteur soit malade ou bien qu'il connaisse un problème dans ses affaires. Alors, de tels prêts effectués par les temples sont malgré tout des opérations commerciales, puisque l'argent doit être remboursé, mais ils comportent aussi une dimension qu'on pourrait dire charitable, qui tient au fait que les individus peuvent rembourser le jour où leur situation se sera améliorée, et non pas à une échéance préalablement fixée. Ce qui est frappant dans le cadre de notre enquête, c'est la date du document. On est à peine 5 mois après la proclamation d'un édit de Misharum par le roi, et on voit déjà un individu qui a besoin d'emprunter à nouveau et qui se trouve en fâcheuse posture. Et cela illustre bien ce que j'ai déjà dit sur le fait que ces mesures d'annulation des dettes ne procuraient qu'un soulagement ponctuel. Il faut remarquer par ailleurs que l'emprunt a lieu à peu près 2 mois avant la moisson, et donc on voit comment, pour faire la soudure, comme on disait dans l'ancienne France, eh bien, certaines personnes avaient à nouveau déjà besoin d'emprunter, même s'il s'agit d'une somme assez modique. Un autre contrat confirme que la situation économique étudiée précédemment ne s'est pas améliorée. On a un contrat qui enregistre l'achat par Ibni Amurum, fils de Shamash Rabbi, du reste d'une maison qui est située à Karchamash, près de Sipar, qui appartenait à 2 frères, Ili Awilim et Ilchou Bani. Et on voit que la somme versée est de 10 cycles d'argent et la transaction a lieu le 20 du mois 8 de l'année 30 de Samsui Luna, avec le maire de la localité qui figure en tête des témoins. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est que cet acquéreur, Ibni Amurum, fils de Shamash Rabbi, eh bien, il n'est autre que le frère de l'acquéreur d'un terrain vendu par la municipalité de Karchamash en l'an 25 de Samsui Luna, un contrat dont j'ai parlé précédemment, lorsque j'avais dit que les villes étaient elles aussi dans une grande difficulté économique et devaient vendre une partie de leur patrimoine pour régler ce qu'elles devaient. Si on s'intéresse maintenant à ceux qui sont contraints de vendre le reste de leur maison, eh bien on voit que ce sont 2 frères indivis, et donc on peut reconstituer le fait que vraisemblablement la vente a eu lieu peu après la mort de leur père. Ils ont d'abord vendu une partie de la maison familiale, et puis leur situation économique ne s'est pas arrangée, et ils ont finalement été contraints de vendre le reste. Et donc, ceci montre comment certaines familles s'enrichissaient au détriment d'autres qui s'appauvrissaient, et cela en dépit des Misharum royales, puisqu'on voit que ce texte date de l'an 30, donc est postérieur de 2 ans seulement à la Misharum de l'année 28. Autre dossier, les archives de Gimillum. C'est un lot qui documente les dernières années de Samsui Luna et le début du règne d'Abieshur et qui est conservé à Yale. Il a été signalé par Goetze dans un article de 1951 et il était resté inédit, et j'en ai entrepris l'étude avec Nele Ziegler en avril 2013. J'ai vu avec désespoir que la publication est presque terminée, mais pas encore complètement, donc il faudra qu'on ne tarde pas trop à publier cela. Il s'agit d'un lot d'une 60aine de créances, où le prêteur est toujours la même personne nommée Gimillum, et avec une répartition chronologique intéressante. Alors on a d'abord 5 créances qui sont datées de l'année 27 de Samsui Luna, donc manifestement des créances annulées par la Misharum de l'an 28, et ensuite on a un deuxième bloc qui couvre les années 33, 34, 37, 38 de Samsui Luna, donc les dernières années du règne, et puis ensuite on a 8 créances de l'an 1 d'Abieshur, 22 de l'an 2 et 1 de l'an 3. Alors, si on voulait que le système soit parfait, logiquement, il faudrait que ça s'arrête dans le courant de l'année 1 d'Abieshur, même tout à fait au début, puisque, en principe, Abieshur, et ça on le sait, a proclamé une Misharum à son avènement. Donc ici, il y a un petit problème. Les créances continuent sans qu'on sache exactement pourquoi.
Mais ce qui nous intéresse, ce sont les créances datant de la fin du règne de Samsu-Iluna, et on voit que les débiteurs empruntent le plus souvent de petites sommes d'argent, et on spécifie pour acheter du grain. Et ils rembourseront en nature après la moisson en fonction du cours qui aura lieu. Autrement dit, vous empruntez de l'argent au moment de la soudure. Le grain coûte très très cher, donc vous avez une petite quantité de grain qui vous sert à tenir jusqu'à la moisson. Arrive la moisson. À ce moment-là, évidemment, le prix du grain baisse complètement, mais vous devez rembourser l'argent à votre créancier en fonction du nouveau cours. Et donc, vous devez lui donner 4-5 fois la quantité de grain que vous avez pu acheter avec l'argent que vous aviez emprunté. On comprend pourquoi les gens ne s'en sortent pas. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans quelques cas, on a des débiteurs avec un arrière-plan social qu'on n'attendrait pas du tout. Par exemple, on voit à 2 reprises des gens qui sont décrits sur leur sceau comme serviteurs de Samsu-Iluna. Donc ce sont normalement des gens qui sont assez haut placés. On voit qu'eux aussi ont besoin de recourir à un emprunt, et on voit même un chef des marchands. Alors là, c'est quelque chose de tout à fait curieux, et ça semble bien montrer à quel point la situation économique est restée fragile. Un autre lot d'archives encore inédit se trouve au musée des Antiquités de Rouen, qui faisait partie de la collection privée de l'abbé de Genouillac, qui les légua à sa ville natale. Alors Genouillac est célèbre pour ses publications de tablettes présargoniques, sargoniques et néo-sumériennes. Il publia notamment 2 des 5 volumes de ce qu'on appelle les ITT, c'est-à-dire le monumental inventaire des tablettes de Télo, qui a été réalisé avant la Première Guerre mondiale à Constantinople, où se trouvaient les tablettes issues de la fouille du site sumérien de Girsou. Genouillac a également dirigé des missions archéologiques. Avant la Première Guerre mondiale, c'est lui qui a mené les premières fouilles officielles à Quiche. Et puis, de 1928 à 1931, il reprit la fouille de Télo. Et c'est lors de ses voyages en Orient qu'il a acquis, pour son propre compte, des tablettes cunéiformes, sans que, malheureusement, on connaisse le détail de ces transactions, à qui il a acheté, à quelle date, etc. Parmi ces acquisitions figure un lot de tablettes fort intéressant qui a trait au fonctionnement d'un établissement nommé Nakamtum. J'ai déjà donné en 1988 quelques indications, et là encore, il s'agit d'une publication que j'espère pouvoir achever sans trop tarder. Qu'est-ce que c'est qu'un Nakamtum? Eh bien, c'est l'endroit où le bétail était engraissé avant d'être abattu et offert aux divinités d'un temple. Les archives de Urutu à Tel Edder ont fourni des données sur le Nakamtum de Sipar Amnanum, avec des indications qui ont été données par Michel Tenray à partir de textes qui eux aussi sont toujours inédits, qui concerne donc Sipar Amnanum et qui date de l'époque d'Amitsaduqa. Les tablettes de Rouen, au contraire, documentent le Nakamtum de l'autre ville de Sipar, Sipar Yahurum, la ville du dieu Shamash, et leur intérêt est double. D'abord, ça permet de voir comment fonctionne cet établissement, et cela est reflété par la typologie des textes. On voit des contes d'animaux, soit des contes individuels, donc au fur et à mesure que des animaux entraient dans le Nakamtum, ils sont décomptés. On a aussi des contes d'animaux qui sont morts, et puis on a des textes récapitulatifs sur une certaine période. On a aussi des contes relatifs à l'alimentation du bétail, parce que se posait le problème des surplus dus au fait que certains animaux étaient morts. Donc, quand vous faites vos comptes, vous prévoyez telle quantité pour les animaux qui sont là pour un mois, et puis s'il y a un animal qui meurt au milieu du mois, du coup, il va y avoir un reste, et évidemment, les autorités ne veulent pas que ce soit les gens du Bit Nakamtim qui se mettent ce grain dans la poche, donc on est obligé de faire des calculs. Et puis, on a aussi des comptes de laine, parce que, avant que les animaux soient
mis à mort et offert aux dieux, eh bien, on récupère la laine. Les lieux, ils n'en auraient rien à faire de la laine, n'est-ce pas? Par contre, le temple, lui, ça l'intéresse. Et donc, les textes montrent que les moutons, encore vivants, passent dans ce qu'on appelle le Bit Bukumim, l'endroit où a lieu la tonte, avant d'entrer au Nakamtum, où, in fine, ils seront passés de vie à trépas. Et pour notre propos, ce qui est très intéressant, c'est la date de ce lot d'archives, puisque ça se situe à la fin du règne de Samsu-Iluna, donc période dont je vous l'ai dit qu'elle est très mal documentée. On a une douzaine de textes conservés qui vont de l'année 30 à l'année 34 de Samsu-Iluna. Donc brusquement, par le hasard des découvertes, on a un petit coup de projecteur sur, je dirais, un bureau du temple de Shamash à Sippar pendant ces années-là, sans qu'on sache exactement pourquoi, puisque malheureusement, ça provient du marché des antiquités. Comme nous l'avons vu rapidement, le nom de l'année 34 a célébré la construction d'un palais royal par Samsu-Iluna, année où le roi Samsu-Iluna a bâti un palais princier, demeure convenable à la résidence de sa royauté. Le nom où ce palais a été construit n'est pas précisé, mais l'exercice de la royauté ne peut avoir pour cadre que la ville de Babylone. Et à contrario, on constate que lorsqu'Amiditana se fit construire quelques années plus tard une résidence d'agrément, eh bien, il indique à quel endroit cette villa a été bâtie. Alors bien entendu, une formulation aussi laconique que celle-là pose un grand nombre de questions auxquelles il est difficile de répondre. D'abord, quelle était la nature exacte de ces travaux ? Est-ce que c'est la construction d'un bâtiment distinct ou un réaménagement du palais antérieur ? Je vous rappelle que dans la rhétorique de l'époque, on ne distingue jamais entre construction et reconstruction. Dans le deuxième cas, il faudrait savoir ce qui a rendu ces travaux nécessaires. Alors on pense bien sûr à la vétusté de l'ancien palais, mais enfin, si on considère qu'il devait exister depuis les débuts de la dynastie, il aurait eu à ce moment-là un peu plus d'un siècle et demi, mais ça n'est pas une durée très considérable pour un édifice de ce genre. Et au cas où Samsu-Iluna aurait édifié un nouveau palais, on peut se demander qu'est devenu alors l'ancien palais. Eh bien, nous avons une lettre qui nous fournit un élément déterminant pour trancher entre ces différentes possibilités théoriques. C'est une missive écrite par une femme nommée Lamassani, sans doute une Naditum, qui commence par de longues bénédictions à l'adresse du destinataire, son père. Je cite. Et j'oublie de dire que on a affaire à une lettre trouvée hors contexte, dans les tiroirs du British Museum. Que Monseigneur et Madame, c'est-à-dire les dieux Shamash et Aya, donnent pour toujours à mon père bonne santé, bonheur et une divinité protectrice qui obtient une réponse favorable dans le palais de Sumulael. Alors la prosopographie ne permet pas à ma connaissance de datation précise de cette lettre, mais elle ne peut qu'être postérieure au règne de Samsu-Iluna, parce que ce type de bénédiction est caractéristique des lettres tardives, et surtout sa paléographie a été qualifiée de tardive par Krauss dans son édition du document. La mention du palais de Sumulael nous fournit deux précieuses indications. D'abord, le vieux palais a bien été construit par Sumulael, qui apparaît une fois de plus comme le fondateur de la première dynastie de Babylone, en dépit de documents historiographiques qui ont fait de Sumuabum son prédécesseur. Et d'autre part, on voit que l'ancien palais n'a pas été détruit lorsque Samsu-Iluna en bâtit un nouveau, et il continua à être occupé sans qu'on sache à quel usage il pouvait servir. Alors, pour éclairer cette question de la dualité d'un palais dans une capitale, eh bien, il faut essayer de voir quels sont les parallèles que nous connaissons. On en a un à Mari. Ce qui a été connu en premier lieu, c'est le palais dit de Zimrilim, qui a été découvert par André Parrot dès 1934, désignation qui n'est d'ailleurs pas adéquate, puisque Zimrilim est le dernier occupant du bâtiment, dont la construction remonte à la fin du IIIe millénaire, époque à laquelle les rois de Mari portaient le titre de Shakanakum.
Pour dater sa construction, on a souvent mis l'accent sur une crapaudine qui nommait le Shakanakum Hanun Dagan, mais on ne doit pas oublier qu'on a trouvé dans ce grand palais des scellements qui mentionnent ses prédécesseurs, Puzurishtar et son fils Ritlalera. Or, la fouille fin des années 1970 et début des années 1980 a permis de découvrir, dans ce qu'on a appelé le chantier A, un autre bâtiment qu'on a appelé le Petit Palais Oriental, bâtiment certes plus petit que le Grand Palais Royal et qui n'est malheureusement que partiellement connu en raison de l'érosion, mais un édifice néanmoins important, comme le montre la salle de réception qui a pu être reconstituée, et aussi par le fait que sous cette salle de réception, on a découvert un impressionnant caveau funéraire qui malheureusement avait été pillé dans l'Antiquité. On a également retrouvé dans ce petit palais oriental des scellements de serviteurs de Puzureshtar et de son fils Ritlalera. La conclusion la plus vraisemblable, donc, c'est que Puzurishtar a vécu dans ce petit palais oriental pendant qu'avaient lieu les travaux du Grand Palais, dans lequel il s'installa avant la fin de son règne. Qu'est devenu ce petit palais oriental par la suite ? Eh bien, on voit qu'il a été occupé également par des gens très importants. Et notamment, on voit que Yasmaradou et sa famille s'y sont installés peu après que son père Samsiadou se soit emparé de Mari, comme en témoignent plusieurs dizaines de tablettes encore inédites, dont quelques textes de repas du roi, qui sont datés des éponymes Rishamash, Ibn Adou et Ikunpiya, donc le début de la période pendant laquelle Mari a été intégrée au royaume de Haute-Mésopotamie. Et nous savons qu'à ce moment-là, ont eu lieu des travaux importants dans le Grand Palais. Et donc, là encore, travaux dans le Grand Palais, le roi est dans le Petit Palais oriental, et puis, quand les travaux sont finis, eh bien, Yasmaradou a réintégré le bâtiment rénové. Plus tard, au début du règne de Zimrilim, eh bien, nous voyons que ce petit palais oriental a été la résidence du devin Askoudoum, qui a joué un rôle très important auprès du nouveau roi, dont il était le beau-frère. On a retrouvé des tablettes qui étaient conservées dans quelques paniers scellés et qui permettent de reconstituer la vie de sa maisonnée. Et puis on a aussi trouvé quelques exercices scolaires, dont une grande tablette qui donne un grand nombre de noms de divinités. Les installations de la dernière phase étaient très soignées. On a par exemple dégagé une cheminée, des latrines ou encore un four particulièrement bien conservé. Et cela s'explique par l'identité de la dernière personne qui ait occupé le bâtiment et qui n'est autre que la reine Shiptou. On a en particulier retrouvé 9 textes de repas de la reine qui datent de la seconde moitié de l'année 11 de Zimrilim, et un moment où le roi était absent et où la reine vivait donc dans ce bâtiment et non pas dans le Grand Palais Royal. Mais Babylone et Mari ne sont pas les seuls cas de capitales ayant connu 2 palais différents à un moment donné de leur histoire. On rappellera d'abord le cas de Larsa. André Parrot, puis Jean Margueron y ont exhumé un palais bâti par le roi Nouradad. Jean Margueron pense avoir démontré que ce bâtiment a été abandonné avant même d'avoir été achevé. Il faut quand même signaler que lors de sa première campagne, Parrot avait trouvé un petit lot de 7 tablettes de livraison de tourteaux pour l'alimentation du bétail qui étaient datées du règne de Nouradad et qui ont été publiées par Daniel Arnaud. Il est regrettable que leur contexte archéologique précis n'ait pas été indiqué. Quoi qu'il en soit, il y avait forcément un palais à Larsa avant celui bâti par Nouradad, mais comme il n'a pas été retrouvé, nous ignorons l'identité de son bâtisseur. Et par ailleurs, il faut remarquer que si le palais de Nouradad n'a été ni achevé ni même occupé, la question est de savoir si les successeurs de Nouradad ont continué à habiter l'ancien palais ou bien si par la suite un nouveau palais a été construit par un autre roi. Pour l'instant, aucun texte n'en fait mention. On peut aussi citer le cas d'Issine. Nous savons que le roi Enlil-Bani construisit un palais dans sa capitale parce qu'on a retrouvé à la surface du tel des briques avec cette simple inscription « Palais d'Enlil-Bani ».
Eh bien, les fouilles allemandes ont partiellement dégagé ce bâtiment où ont été retrouvées les tablettes appartenant aux archives de ce roi. Mais Enlil-Bani, qui a régné entre 1862 et 1839, n'était que le 10e roi de cette dynastie d'Icine, et il a eu 5 successeurs. Donc il y avait forcément un palais plus ancien que celui qu'il a bâti, mais qui là encore n'a pas été retrouvé. Et nous ne sommes pas sûrs que ses successeurs aient occupé le palais qu'il a fait construire, puisque ce sont curieusement des tablettes datées de son règne qu'on y a retrouvées, et pas des tablettes plus récentes, comme on s'y attendrait. Donc il y a eu au moins 2 et peut-être même 3 palais à Icine. Et je terminerai cette revue avec un cas qui jusqu'à présent n'a pas été remarqué, c'est celui d'Uruk. J'ai fait le point dans une communication à Berlin en avril 2013. Là, j'ai envoyé, il y a maintenant plus de 4 ans, ma contribution aux éditeurs du colloque, et malheureusement, il n'a toujours pas été publié, ce que je trouve un peu dommage, surtout quand on sait les moyens dont disposent nos collègues allemands. Fin de la petite pique. Pendant longtemps, on n'a connu qu'un seul bâtiment, le palais dit de Sinkashid, situé au nord-ouest de la ville. Il a d'abord été découvert par de très nombreuses inscriptions qui ont été exhumées dans les années 1920, et puis la fouille complète du bâtiment a été effectuée à la fin des années 50 et au début des années 60. Vous vous rappelez ce que je vous ai indiqué à propos de Rimanum il y a quelques semaines. Les archives trouvées dans ce bâtiment ne datent pas de l'époque de Sinkashid, mais de ses successeurs, et les plus récentes sont celles de Rimanum, donc l'un des rebelles qui s'est battu contre Samsu-Iluna. Mais Sinkashid a laissé plusieurs inscriptions, et dans l'une d'elles, il parle de palais nouveau, Edegal Gibil en sumérien. Personne n'avait fait attention à cette inscription, mais ce qui est intéressant, c'est que Eva von Dassault a publié en 2009 un cône inscrit qui a été retrouvé dans une boîte à chaussures de l'université de Minnesota, donc quelque chose qui était complètement oublié dans un coin. Et cette inscription a révélé tout simplement l'existence d'un nouveau roi d'Uruk, Naram-Sin, manifestement antérieur à Sinkashid. Et ce souverain est désormais également attesté par 2 duplicats très endommagés du même texte qui ont été découverts lors des fouilles allemandes d'Uruk, mais qui étaient restés inédits. On peut montrer que Naram-Sin a régné avant Sinkashid, et par conséquent, Sinkashid ne voulut probablement pas terminer ou occuper le palais bâti par son prédécesseur, et il s'est lancé dans la construction d'un nouveau palais. Revenons à Samsu-Iluna. Quelles qu'aient été les motivations qu'il avait pour bâtir un nouveau palais, cette entreprise témoigne des moyens dont il disposait à la fin de son règne, parce que bâtir un palais, c'est quelque chose qui nécessite des travaux de grande ampleur. Ceux-ci n'ont malheureusement laissé aucune trace dans les documents de la pratique que nous possédons. Pas de contrat de fabrication de briques comme ça existe pour d'autres périodes malheureusement, mais je vous rappelle que la couverture textuelle de la fin du règne est très très faible. Le sort de ce palais de Sumulael délaissé par Samsu-Iluna n'est pas connu, mais ça peut nous donner moins de regrets quant à l'impossibilité de fouiller les niveaux paléo-babyloniens de Babylone, parce que à supposer qu'on puisse un jour fouiller ce palais, eh bien, il n'est pas sûr qu'on y retrouverait les archives du temps d'Hammurabi en raison du tri qui était effectué régulièrement. On n'est pas comme dans le cas où le bâtiment est détruit et où, par conséquent, les archives sont conservées à l'intérieur. Ici, le palais a été occupé au-delà du règne d'Hammurabi, et donc les chances de retrouver la correspondance passive d'Hammurabi, par exemple, sont très très faibles. Je passe à l'analyse des transformations culturelles qui ont marqué la fin du règne. Les assyriologues ont pris l'habitude de découper les 4 siècles de l'époque paléo-babylonienne en 3 phases. Vous avez d'abord la période archaïque, qui couvre à peu près les 2 premiers siècles, puis la période classique, qui correspond aux 80 ans formés par les règnes d'Hammurabi et de Samsu-Iluna, et troisièmement, vous avez la période tardive, qui regroupe les règnes des
4 derniers souverains de la première dynastie de Babylone, soit une durée de 115 ans. Alors ces coupures, comme tous les découpages en histoire, sont pratiques, mais en même temps dangereux. Et en l'occurrence, eh bien, je voudrais souligner le fait qu'un certain nombre de traits qui sont considérés comme caractéristiques de l'époque paléo-babylonienne tardive n'apparaissent pas avec Abi-Eshour, le fils et successeur de Samsu-Iluna, mais sont déjà présents dans le courant du règne de Samsu-Iluna. Et faute de temps, je me limiterai à un seul exemple que nous avons étudié dans mon séminaire la semaine passée, celui des salutations des lettres. Dans les archives d'Alamouch-Natsir, dont j'ai parlé il y a 3 semaines, on trouve 2 lettres d'un certain Hadad Nada qui comportent cette adresse. « Dis à mon chef, ainsi parle Hadad Nada, que Shamash et Marduk fassent vivre mon chef sans fin. Puisses-tu te porter bien, être en bonne santé, et que le Dieu qui te protège n'ait pas de désir insatisfait. » Cette bénédiction et surtout ces vœux sont très intéressants car ils sont habituellement considérés comme caractéristiques de l'époque paléo-babylonienne tardive. Alors, cette lettre ne comporte pas de date, comme pratiquement toujours la correspondance, mais les archives d'Alamouch-Natsir sont datées grâce aux documents administratifs qu'on y trouve entre les années 15 et 20 de Samsu-Iluna, et donc on voit que dès cette époque, ce type de salutation entra dans l'usage et fut ensuite développé encore davantage par la suite. Je termine par la question de la mémoire de Samsu-Iluna. Si nous voulons tenter un bilan du règne de Samsu-Iluna, eh bien notre impression, ce serait, à la lumière de tout ce qu'on a étudié ces dernières semaines, sans doute plutôt celle d'un échec. Et de fait, Samsu-Iluna s'est révélé incapable de conserver l'empire qu'avait bâti son père Hammurabi. Il faut noter néanmoins que ça a été le sort de presque toutes les constructions de ce genre avant le premier millénaire. Elles ne survécurent pas bien longtemps à leur fondateur, à commencer par le royaume de Haute-Mésopotamie créé par Samsiadou. Ce qu'il faut souligner, en revanche, c'est que la trace laissée par Samsu-Iluna dans la mémoire postérieure n'est pas négligeable, comme si ses échecs n'avaient pas réussi à le faire oublier. Il faut d'abord considérer la marque qu'il a imprimée dans l'exercice de la justice. Je vous rappelle ce que nous avons vu. Samsu-Iluna n'a pas laissé de code comme son père Hammurabi, mais nous avons vu que ces rescrits faisaient toujours jurisprudence un siècle après qu'ils aient été rédigés. Plus important encore, le texte de l'édit de Misharum qu'il rédigea à son avènement et qu'il reprit par la suite, fut transmis tel quel à ses successeurs et seulement objet de quelques ajouts sous Amiditana et Amitsaduka. Nous y reviendrons l'an prochain. Et enfin, il faut noter le nom de l'année 34 d'Amiditana, son petit-fils, année où le roi Amiditana a fait entrer dans l'Enamtila une statue héroïque de son ancêtre Samsu-Iluna et dans l'Emeteursag, sa propre statue princière, une statue en or. Donc, voilà comment Amiditana entretient la mémoire de son grand-père, et pour autant que je me souvienne, il n'existe aucun autre exemple de nom d'année où un roi commémora l'offrande de la statue d'un ancêtre. En tout cas, Hammurabi lui-même n'a pas reçu un tel hommage d'un de ses descendants. Mais la mémoire de Samsu-Iluna ne se limita pas à l'époque de ses descendants immédiats. Wilfred Lambert, dans son travail sur la bibliothèque d'Assurbanipal, dont les vestiges ont été en totalité transportés au XIXe siècle au British Museum, a retrouvé 2 petits fragments qui mentionnent Samsu-Iluna et qu'il a publiés. Malheureusement, l'état de ces fragments est plutôt frustrant et on n'arrive pas à tirer de sens continu de ces textes. Peut-être qu'un jour des raccords seront faits qui permettront d'en savoir plus, mais ce que je veux retenir de ce cas, c'est le fait qu'on a simplement dans la bibliothèque d'Assurbanipal des textes qui mentionnent Samsu-Iluna, ce qui montre que la mémoire du fils de Hammurabi s'était transmise au fil des siècles et survivait encore un millénaire plus tard. Comme vous avez pu le constater, ma décision de me restreindre cette année au règne du seul Samsu-Iluna n'était pas injustifiée vu l'abondance de la matière,
Mais le programme que j'avais annoncé, la Mésopotamie sous les successeurs de Hammurabi, n'a du coup été que partiellement traité, et je consacrerai donc, en principe, mon cours de l'année académique prochaine à la suite, c'est-à-dire les règnes d'Abieshur, Amiditana, Amitsaduqa et Samsu-Ditana, pour lesquels on a beaucoup de données qui ont été publiées ces dernières années et qui, par conséquent, permettent de faire une nouvelle synthèse. Et puis je me permets d'ajouter que dans l'intervalle, vous pourrez approfondir ce que nous avons vu ensemble au printemps 2016, car le livre que j'ai tiré de ce cours paraîtra en février prochain dans la collection Docet Omnia, coéditée par le Collège de France et les Belles Lettres, sous le titre « Tuer de mon sang, les alliances dans le Proche-Orient ancien ». En attendant, je vous remercie pour votre attention et votre fidélité, et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.